Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Daniel et son incroyable expérience de mort imminente. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez. Ce sera un plaisir de savoir jusqu'où notre message parvient. Maintenant, commençons. Mon nom est Daniel, et ce que je vais partager avec vous est une expérience vivante et marquante que je n'oublierai jamais. Bien que j'ai essayé de revivre les détails avec précision, certaines parties de l'histoire ne sont que des fragments de ma mémoire. Ce n'est pas 100% exact, mais je fais de mon mieux pour me souvenir en me basant sur les notes que j'ai prises au fil des ans. J'ai raconté cette histoire à de nombreuses reprises à mes amis et à ma famille, mais aujourd'hui, c'est la première fois que je la partage publiquement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pasteur d'une grande congrégation, alors je vous prie de m'excuser si ma manière de raconter semble un peu dramatique. Mais bon, allons-y, je n'oublierai jamais la couleur du ciel à ce moment-là. Ce n'était pas simplement sombre ou nuageux, mais un orange intense, presque comme si le monde entier était en train de prendre feu. La ville autour de moi était en train de s'effondrer. D'énormes morceaux de béton tombaient du ciel et je courais, essayant d'éviter les flammes et les débris. Il y avait une foule de personnes aussi désespérées que moi, toutes tentant de fuir ce chaos. C'est alors que j'ai vu un char s'approcher dans la rue. Ce n'était pas quelque chose de fictif, comme dans les films de guerre. C'était réel. Le char avait des drapeaux que je n'avais vus qu'aux nouvelles. Pas les drapeaux américains, mais ceux des pays d'Europe de l'Est et d'Asie. Les soldats, avec des visages durs et des armes pointées sur nous, faisaient partie d'une armée d'invasion. Au milieu de la panique, je me suis rendu compte que ce n'était pas une hallucination. C'était ma ville, les mêmes bâtiments, les panneaux de rue que je reconnaissais, bien que endommagés et détruits. Mais ce qui était le plus choquant, c'était de voir qu'au milieu de cette guerre, il y avait des traîtres, des gens qui s'étaient retournés contre nous, luttant aux côtés de l'ennemi. Je n'avais pas le temps de réfléchir, j'ai agi. J'ai vu une famille piégée sous les décombres et je me suis précipité vers eux, criant et agitant mes bras désespérément, essayant d'aider quelqu'un, n'importe qui. Mais soudainement, tout s'est éteint. Cette expérience, cependant, n'a été que le début de quelque chose de plus grand. Ce que j'ai vu n'était pas juste une vision aléatoire, mais un avertissement, un message clair sur l'avenir, sur ce qui s'en vient, surtout en 2025. Je pense que nous devons tous écouter cela attentivement. Je sais que beaucoup plaisantaient en disant « Pasteur Daniel, le gars a un sermon d'un anévrisme ». Je sais que je ne suis pas exactement un athlète de haut niveau, mais j'ai toujours été fier de ma routine de cyclisme le week-end. C'était ma forme de thérapie. Ces moments passés à pédaler en plein air m'aidaient à nettoyer mon esprit et à réfléchir. Et, pour être honnête, je ne suis pas si vieux que ça. Le samedi de ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. J'avais un grand sermon à préparer et je voulais parler d'espoir. Comment, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'était le genre de message que n'importe quel pasteur partagerait. Et me voilà, pédalant sur des routes tranquilles à l'extérieur de la ville, respirant l'air frais du matin. Je me souviens avoir descendu une colline escarpée, sentant le vent sur mon visage, comme si je pouvais voler. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu est arrivé. Un camion est apparu, un éclair de blanc, le bruit des freins qui grincent. Puis, tout est devenu noir. J'aimerais pouvoir dire que je me suis senti flotter ou que j'ai vu une lumière brillante, comme c'est souvent le cas dans les histoires de NDE. Mais pour moi, c'était différent. C'était comme appuyer sur un interrupteur. En une seconde, j'étais là, descendant la colline. Et à la suivante, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. Au début, j'ai pensé que c'était juste un cauchemar. Je me retrouvais au milieu d'une ville immense, quelque chose comme New York ou Chicago. Mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas possible. Les repères familiers étaient déformés, brisés, comme si quelqu'un avait pris toute la ville et l'avait détruite d'un seul coup de poing. L'air était chaud et dense, comme si j'étais à côté d'un feu de camp. Les rues étaient remplies de gens courant, criant et pleurant. C'était un chaos, comme si tous les pires cauchemars que j'avais vus à la télévision s'étaient réunis en un seul. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de demander à quelqu'un ce qui se passait, mais ma voix s'est perdue dans le bruit. C'est alors que j'ai vu les soldats marcher en formation dans la rue. Mais
ils n'étaient pas des nôtres. Ils portaient des uniformes avec des drapeaux que je ne reconnaissais pas, russes, chinois et quelques autres que je ne pouvais pas identifier. D'une manière ou d'une autre, la vue de ces drapeaux m'a retourné l'estomac. Je ne sais pas comment je le savais, mais j'avais la sensation claire que ce n'était pas une guerre lointaine. Non, cela se passait là, à ce moment-là, à cet endroit. C'était notre pays qui se faisait déchirer, et j'étais en plein milieu de tout ça. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment étranges, d'une manière qui vous fait douter si vous avez perdu la tête ou si la réalité elle-même s'est inversée. Une seconde, j'étais dans cet accident, allongé sur la route, le ciel au-dessus de moi, et dans l'instant suivant, je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. C'était comme si j'avais été arraché de mon monde et placé au milieu d'un film catastrophe. Autour de moi, le décor était un chaos total. Des gens couraient désespérément dans les rues d'une ville que, bien que je ne puisse pas complètement identifier, semblait être une ville américaine. Mais tout était détruit. Les façades des magasins étaient en ruine, les bâtiments inclinés comme s'ils avaient été frappés par une force monstrueuse. De la fumée s'élevaient des incendies disséminés partout. Tandis que j'essayais de traiter tout ce que je voyais, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait monté le volume du chaos au maximum. Des cris, des hurlements et des explosions résonnaient au loin, mais par-dessus tout, il y avait une voix dans ma tête, une sensation profonde et résonnante me disant que ce n'était pas un scénario de guerre lointaine. Non, cela se passait là, sur le sol américain, et ce n'était pas si loin dans le temps, c'était 2025. Alors que j'étais là, figé par le choc, les gens passaient autour de moi, courant désespérément, essayant de fuir quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de demander ce qui se passait, car juste devant, j'ai vu des soldats tourner au coin de la rue. Ils étaient vêtus d'uniformes que je ne reconnaissais pas, mais leurs mouvements étaient calculés, confiants. Ils ne semblaient ni perdus, ni désorientés, non. Ils étaient là avec un but, comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Je me souviens de la sensation glaçante que ces soldats n'étaient pas les nôtres. Je sais que cela peut sembler fou, mais les drapeaux sur leurs épaules, ces drapeaux de pays avec lesquels je n'aurais jamais imaginé voir une quelconque alliance, étaient un signe clair que tout cela était faux. Il y avait des insignes chinois mélangés à des symboles russes et même des symboles que j'avais vus de manière fugitive, associés à des groupes d'Europe de l'Est. C'était une véritable mosaïque de nations différentes, toutes avançant en harmonie, avec un objectif clair. Mais ce qui était encore plus choquant, c'étaient les soutiens locaux. Certaines personnes en uniforme, d'autres déguisées, des traîtres ou des sympathisants qui travaillaient aux côtés des envahisseurs, les guidant, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Quelque chose en moi a commencé à bouger. Appelez ça un instinct, appelez ça une vision, mais j'ai ressenti un besoin presque incontrôlable de suivre un groupe de personnes qui semblaient chercher la sécurité. Je devais trouver une sortie, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entouraient, bien que je ne sache pas encore exactement quoi faire au milieu de ce chaos. C'est alors qu'une jeune fille a attiré mon attention. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ou 9 ans, et elle était là, toute seule, des larmes coulant sur son visage, cherchant quelqu'un dans la foule. Elle semblait tellement perdue, tellement effrayée, et je savais que je devais l'aider. Je me suis baissé et d'une manière calme, j'ai promis de la garder en sécurité. Je ne savais pas si je pourrais tenir cette promesse, mais elle m'a regardé, a hoché la tête et m'a tendu la main. Je l'ai saisie et ensemble, nous avons commencé à avancer. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés dans une ruelle où un petit groupe était rassemblé. Tous avaient les yeux écarquillés, chuchotant ce qu'ils avaient entendu. Ils parlaient de la manière dont l'Alliance avait pris le contrôle des réseaux technologiques, des lignes de communication et même des réseaux énergétiques. Il n'a pas fallu de tanks pour nous renverser, ont-ils dit. Ce qu'ils avaient besoin, c'était du contrôle, et avant même que la plupart des gens ne réalisent ce qui se passait, nous étions déjà coupés de tout. Un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et portant un bandana, hocha la tête comme s'il avait prévu tout cela. Il murmura à propos des alertes qui avaient été données, des tentatives pour avertir les gens de la vulnérabilité dans laquelle nous nous trouvions. Au fur et à mesure qu'il parlait,
Un frisson parcourut mon échine. Je compris alors que ce n'était pas seulement une menace venue de l'extérieur, c'était quelque chose qui s'était formé de l'intérieur au fil des années. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour discuter, car, soudainement, quelqu'un dans le groupe pointa les soldats qui se déplaçaient dans la rue. Ils balayaient méthodiquement de porte en porte. La femme à côté de moi murmura sur la façon dont ils encerclaient les gens, surtout ceux qui ne se conformaient pas au nouvel ordre. Mon instinct me disait que nous devions continuer à bouger, mais vers où? Je ne savais pas. Tandis que nous marchions dans les ruelles, un sentiment inébranlable m'envahit. Je devais conduire ces gens vers un endroit sûr. Bien que je sois confus et pris de peur, quelque chose en moi me fit sentir que je faisais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas abandonner. Et puis, en tournant le coin, nous aperçûmes un énorme véhicule blindé roulant dans la rue. Il était équipé d'un dispositif de surveillance sur le toit, scannant lentement tout autour de lui. C'était comme s'il nous observait, fouillant chaque recoin, me scrutant directement, moi et nous tous. Je serrai plus fort la main de la petite fille. Quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, entouré par la peur et courant sous l'effet de l'adrénaline pure, vos sens deviennent aiguisés. Chaque son, chaque ombre, tout devient plus net. Bien que j'ai été arraché d'une simple balade à vélo et jeté dans cette vision apocalyptique, il semblait que j'y étais depuis longtemps. Notre groupe s'est accroupi, se cachant dans les ombres tandis que nous essayons de naviguer dans les rues secondaires. La petite fille, dont je tenais toujours la main, continuait de me regarder, les yeux grands ouverts de peur et peut-être d'autre chose, de l'espoir peut-être. Elle avait confiance en moi, et cette confiance pesait lourdement sur mes épaules. Je devais la garder en sécurité, à tout prix. Nous continuions à avancer, traversant des ruelles étroites, esquivant les débris et les vitres brisées. Nous baissions la tête, silencieux, tandis que les murmures autour de nous grandissaient. Des rumeurs sur les dernières fuites d'informations commençaient à circuler. Les gens parlaient de transmissions piratées et d'avertissements mystérieux. Les forces de l'Alliance avaient déjà pris la côte et avançaient vers les principales villes. Mais ce n'était pas une invasion rapide, non. Ils se préparaient depuis des mois, infiltrant les systèmes, prenant le contrôle des infrastructures critiques d'une manière qui laissait les militaires complètement hors de combat. Nos propres soldats étaient hors de contact, paralysés par la rapidité et la portée de l'attaque. C'était difficile à comprendre au début. Mais peu à peu, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, de la pire manière possible. Lorsque nous arrivâmes à une petite ouverture entre les bâtiments, le bruit des drones remplit l'air. Ils volaient bas, éclairant les rues avec des lumières intenses qui clignotaient à travers les fenêtres brisées et les portes vides. Nous nous pressions tous contre les murs, retenant notre souffle alors qu'ils passaient au-dessus de nous. Je pouvais sentir le battement de cœur accéléré de la petite fille dans sa main, ou peut-être était-ce mon propre cœur, accéléré par la peur. L'un des hommes les plus âgés du groupe murmura doucement, parlant de la manière dont la technologie était devenue notre plus grande vulnérabilité. Il expliqua que ces drones n'avaient même pas besoin d'opérateurs humains. Ils étaient entièrement automatisés, chargés de capteurs et de données, contrôlés à distance. C'était comme s'ils pouvaient lire chacun de nos mouvements. Une sensation glacée de terreur se répandit en moi. Je réalisais avec un poids au fond de l'estomac que ce n'était pas seulement des drones de surveillance comme les autres. Ils nous traquaient, balayant les rues à la recherche de tout signe de résistance. Lorsque les drones passèrent, nous nous déplacions plus profondément dans l'allée. Le silence qui suivit leur bourdonnement fut presque pire que le bruit des drones eux-mêmes. Je pouvais sentir l'anxiété de chacun autour de moi, la peur grandissant à chaque seconde. Soudain, nous tournâmes le coin et nous tombâmes sur un point de contrôle. Un groupe de soldats de l'Alliance était positionné au bout de la rue, bloquant notre chemin. Les soldats étaient armés jusqu'aux dents, leurs visages cachés derrière des masques, se déplaçant avec la confiance de ceux qui savaient qu'ils étaient en contrôle. Notre groupe se figea, ne sachant pas quoi faire. Je regardais autour de moi, désespéré de trouver une issue, quand je vis une étroite échelle menant à un sous-sol dans un bâtiment voisin. Je fis signe aux autres, leur montrant l'échelle,
et nous commencions à descendre lentement, un par un. L'obscurité du sous-sol nous engloutit, un espace humide, l'air imprégné d'une odeur de moisissure. Nous nous entassâmes là en bas, écoutant les pas sourds au-dessus de nous. Les soldats se déplaçaient calmement, comme s'ils savaient qu'il y avait quelqu'un là. Pendant quelques minutes qui semblèrent une éternité, je pensais qu'ils allaient nous trouver, qu'ils ouvriraient cette porte et nous traîneraient dehors, un par un. Mais alors, comme par magie, les pas disparurent. La femme à côté de moi laissa échapper une respiration tremblante, et je réalisai que je retenais aussi la mienne. Pendant un instant, le soulagement nous envahit et nous osâmes penser peut-être, juste peut-être, nous avions réussi à échapper. Mais c'est à ce moment-là que nous entendîmes quelque chose qui nous figea sur place. Le doux bruit des bottes montant les escaliers du sous-sol. Ils arrivaient. La panique balaya le groupe, mais il n'y avait nulle part où aller. La petite fille me regarda avec des yeux écarquillés, et je savais que je devais agir rapidement. Sans réfléchir, je fis signe à tout le monde de me suivre. Nous courûmes vers une porte latérale qui menait à ce qui semblait être une vieille salle de service. C'était étroit, rempli de tuyaux et d'équipements cassés, mais cela offrait une couverture. Nous nous accroupîmes et nous pressâmes contre les murs, tandis que les soldats descendaient dans le sous-sol, parlant à voix basse. Ils discutaient des ordres, fouillaient la pièce avec des lampes torches. Je comprenais à peine tout ce qu'ils disaient, mais j'ai attrapé assez de bribes pour savoir ce qu'ils cherchaient. Ils chassaient les dissidents, des personnes qui résistaient, qui s'opposaient au nouveau régime. C'était surréaliste d'entendre leurs paroles, comme s'ils parlaient de criminels, juste parce qu'ils essayaient de protéger leur famille. À un moment donné, le faisceau de lumière de la lampe torche d'un soldat tomba sur nous. Mon cœur s'arrêta. La lumière flottait au-dessus de notre cachette, et je me préparais, prêt à protéger la petite fille, prêt à tout ce qui allait arriver. Mais, aussi rapidement, la lumière s'éloigna, et les pas disparurent. Ils ne nous ont pas vus. Après ce qui sembla être une éternité, les soldats partirent enfin, et la pièce retomba dans le silence. Nous poussâmes un soupir collectif de soulagement, mais je pouvais voir dans les regards sur les visages de tous que nous n'étions pas encore en sécurité. Nous avions échappé de justesse, mais la ville était remplie de soldats, de drones et de qui sait quoi d'autre. Alors que nous étions assis là, reprenant notre souffle, Robert, l'homme plus âgé avec le bandana, se pencha plus près et chuchota au sujet d'un camp de résistance. Il avait entendu parler d'un groupe caché dans le quartier industriel, des gens qui se battaient contre l'Alliance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une lueur d'espoir, une chance de survie. Il suggéra que nous essayions d'y arriver avant l'aube. Tout le monde était épuisé, terrifié, mais cette petite flamme d'espoir suffisait à nous pousser à avancer. Nous sommes sortis du sous-sol avec le plus grand soin, essayant de ne faire aucun bruit, et sommes retournés dans les rues sombres. Chaque pas semblait porter le poids d'un monde entier. Nous avons traversé les ruelles de la ville, les ombres semblant nous engloutir. La base souterraine de la résistance était étonnamment bien cachée, comme un coin oublié d'un endroit autrefois prospère, maintenant récupéré par ceux qui refusaient de voir tout s'effondrer. Le silence était effrayant. Un silence oppressant qui vous faisait sentir que vous étiez observé, que quelque chose de grand allait se produire. Robert menait le chemin, attentif à tout signe de danger. Maya, la chef du groupe, était toute professionnelle, ne perdant pas de temps avec des politesses, mais nous a donné suffisamment de son histoire pour que nous sachions à quoi nous étions confrontés. L'Alliance se déplaçait depuis un certain temps, et son contrôle se répandait à une vitesse terrifiante. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point tout le monde était désespéré. Il y avait encore un feu dans leurs yeux, une lueur qui disait qu'ils n'étaient pas vaincus, malgré tout. Mais je savais que cette flamme pourrait s'éteindre à tout moment, et alors, que resterait-il ? Le feu était tout ce qu'ils avaient. En suivant Maya à travers un labyrinthe de vieux bâtiments industriels, je ne pouvais m'empêcher de me demander quel était mon rôle là-dedans. Je n'étais pas un combattant, je n'étais pas vraiment préparé pour cette vie, mais j'étais là maintenant. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'avais vu et ressenti tant de choses,
Et les gens autour de moi comptaient sur moi, ou du moins, ils semblaient te penser que j'avais quelque chose à offrir. Enfin, nous sommes arrivés au refuge, un bâtiment vieillissant, avec des défenses improvisées et des gens éparpillés dans tous les coins, travaillant ensemble, planifiant, élaborant des stratégies. C'était le cœur de quelque chose d'important, un endroit où tout pouvait se briser, où les choses commençaient à se passer. J'essayais encore de traiter tout ce que je vivais. Lorsque Maya nous a conduits dans un coin où certains discutaient du prochain mouvement, l'atmosphère semblait étrange, comme si le monde était flou pendant un instant. J'ai essayé d'écarter ce sentiment, me concentrant sur ce qui comptait vraiment. Mais honnêtement, je ne savais pas ce que je faisais là. Je n'étais pas un combattant de la résistance, j'étais un pasteur. Cependant, quelque chose en moi me disait que tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais vu, avait un but. C'était peut-être pour ça que j'avais été témoin de tant d'horreurs, peut-être pour aider ces gens, même si je ne savais pas comment. Plus je regardais autour de moi, plus mon esprit commençait à se perdre. Je n'étais plus certain de ce qui était réel. Une minute, j'étais là, debout dans un coin sombre, écoutant les plans pour une attaque imminente. La suivante, tout semblait flou. C'était comme si je glissais hors de la vision, comme si les bords de la réalité se dissipaient. Pendant un instant bref, j'ai cru avoir vu quelque chose de familier, quelque chose de mon ancien monde, un aperçu de mon église, de ma congrégation, même un flash de mon vélo. Au fond, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une sensation inconfortable m'envahissait, me disant que ce n'était pas réel, pas de la manière dont je le pensais. Je n'arrivais pas à comprendre complètement ce qui se passait, mais quelque chose en moi insistait pour que je continue. Pourtant, au fond, je ressentais une sorte d'attraction, comme si les choses allaient se dévoiler d'une manière que je ne comprenais pas. C'était comme si le chaos autour de moi n'était qu'une couche superficielle de quelque chose de bien plus grand. Des jours s'étaient écoulés, ou peut-être des semaines, pendant que nous restions sous terre, nous déplaçant dans des tunnels étroits, gardant la tête basse. La résistance avait un plan, mais plus je passais de temps dans ce nouveau monde, plus je commençais à douter de nos chances. Chaque morceau d'information que nous recevions semblait être une pièce d'un puzzle qui devenait de plus en plus confus. Il n'y avait pas de chemin clair en vue. Et plus que cela, je me suis rendu compte que nous n'étions pas seulement en guerre contre un ennemi, nous étions en guerre contre tout, contre le système, contre le tissu même de notre réalité. Lorsque nous sommes enfin sortis à la lumière du jour, le monde semblait avoir changé encore plus. Les rues étaient désertes, mais le silence était dense, lourd, comme si une tempête était sur le point d'exploser. Ce n'était pas seulement l'absence de personnes, c'était l'absence d'espoir. Maya nous a conduits au sommet d'un bâtiment, et en regardant la ville détruite devant nous, j'ai été frappé par une sensation de désespoir. De la fumée montait au loin, et l'air sentait la fumée, un rappel constant de la dévastation. J'ai eu une perception brutale que nous ne pourrions pas arrêter cela. Pas aujourd'hui, ni jamais. Les forces en jeu étaient énormes, implacables, et nous n'étions qu'un petit point dans un grand schéma, insignifiant face à tout cela. C'est alors que j'ai regardé mes mains, et c'était comme si le monde se pliait devant moi. Tout a clignoté, comme un écran de télévision défectueux. Pendant un instant, je n'étais plus sur le toit. J'étais de retour sur ma moto, le vent dans mon visage, descendant une route familière à la campagne. L'odeur de l'air frais remplaçait la fumée, et la panique dans ma poitrine était plus forte maintenant que l'adrénaline que j'avais ressentie avant. Mais ensuite, le monde a clignoté à nouveau, et j'ai été projeté de retour dans le chaos, dans le combat, dans les incendies, les soldats, les cris, les tirs. La sensation d'être au milieu de tout ça, courant dans les rues, essayant d'aider les gens, essayant de les sortir des décombres. Je ne savais pas qui ils étaient, mais je ne pouvais ignorer leurs appels à l'aide. Chaque personne que je sauvais semblait être une petite victoire, mais cela ne semblait jamais suffisant. Puis la vision a changé. La guerre, le chaos, la destruction ont commencé à s'éloigner. Le monde a commencé à disparaître comme un rêve que l'on ne peut pas retenir. Peu importe combien on essaie. Le son des klaxons, le crissement des pneus, le bruit lointain d'un accident, tout s'est mélangé en une tache floue.
Et puis, j'ai senti mon corps être secoué, comme si on me tirait loin de la moto, de la route, de tout. Mais aussi vite que cela avait commencé, cela s'est arrêté. Je me suis retrouvé à nouveau dans le centre d'une réalité que je ne comprenais pas, ne sachant pas si je rêvais ou si c'était réel. La douleur dans ma poitrine fut la première chose réelle que j'ai ressentie. Ce n'était pas comme la douleur d'un accident. Ce n'était pas quelque chose de physique que je pourrais expliquer par l'impact. C'était plutôt une pression, quelque chose qui serrait mes côtes, comme si le poids même de l'expérience que j'avais vécue m'écrasait de l'intérieur. J'ai étouffé, essayant de prendre une grande inspiration, et c'est alors que j'ai réalisé que je respirais à nouveau. Mais pas n'importe comment, c'était une respiration réelle, ou, du moins, je pensais que c'était ça. Je ne savais pas si j'étais encore pris dans cette vision, ou si j'avais vraiment été percuté, si cela faisait partie du cauchemar, ou si maintenant, enfin, j'étais de retour à la réalité. Alors que ma respiration commençait à revenir à la normale et que la brume autour de moi se dissipait, je me rendis compte qu'il y avait quelque chose de profondément dérangeant. J'étais éveillé, ou du moins il me semblait l'être. Mais ce que je ressentais dans ma poitrine n'avait aucun sens. La douleur, la pression, comme si quelque chose en moi savait que plus rien ne serait jamais pareil. Je n'étais plus au milieu de la guerre, je n'étais plus en train de courir dans les rues ou d'essayer d'aider les gens sous le feu croisé. J'étais ici, mais je ne savais pas vraiment où était ici. Je retournais dans un endroit qui semblait réel, mais en même temps, qui semblait étrange. Le poids de ce que j'avais vécu me comprimait encore, et je ne pouvais me débarrasser de cette sensation. J'ai essayé de rester stable sur mon vélo, ajustant mon corps, cherchant à retrouver l'équilibre. Mais au fond, je savais que quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste une vision, ce n'était pas juste un cauchemar. Ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, c'était un avertissement. Ce monde, ce chaos, cette destruction, cela se rapprochait bien plus que je ne voulais le croire. Et la vérité, c'était que j'étais impuissant à l'empêcher. Je pris une grande inspiration, l'air frais envahissant mes poumons. Ça semblait réel, mais en même temps, ça n'avait aucun sens. Le passé, le présent, tout semblait s'évaporer, comme si une nouvelle réalité prenait forme autour de moi, quelque chose sur quoi je n'avais aucun contrôle, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Je continuais à pédaler, le vent sur mon visage essayant de me donner un peu de clarté, mais la vérité, c'était que je n'arrivais pas à oublier ce que j'avais vu. Je savais au fond que je n'étais pas prêt pour ce qui allait venir. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire poignante et pleine de révélations. Ce que Daniel a vécu, la vision qu'il a eue, n'est pas seulement le récit d'un futur lointain, mais un rappel de la fragilité de notre réalité et de la façon dont ce qui nous semble sûr aujourd'hui peut se transformer de manière inattendue. Que pouvons-nous en apprendre? Peut-être est-il temps de réfléchir à ce que nous faisons pour protéger ce que nous chérissons le plus et comment nous pouvons nous unir pour faire face aux défis que l'avenir nous réserve. Si cette histoire vous a touché ou si elle vous a fait penser différemment à ce qui pourrait arriver, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec ceux que vous pensez devoir l'entendre et bien sûr, de commenter ci-dessous. Quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué? Nous voulons connaître votre avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire et à activer les notifications pour ne manquer aucune des histoires et des messages que nous vous apportons. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et ensemble, continuons à diffuser des messages d'espoir, de réflexion et d'unité. À la prochaine.